On est juste là pour témoigner un petit peu de notre activité au niveau des urgences et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Je pense que vous avez vu les différents relais qui en sont faits dans la presse. Nous, à Nantes, on a choisi de rejoindre le collectif Interurgence qui a été initié au départ à Paris par les gens de la PHP. Dès qu'on s'est mis en grève, moi je suis allé très vite les rencontrer pour savoir comment on pouvait travailler ensemble. Parce que l'idée c'était de se dire que tout seul on ne pouvait rien, qu'on était face à un système qui fonctionnait comme ça depuis des années, où tout le monde subissait. Chez nous aux urgences, mais également dans les services de soins. On est bien conscient que dans les services de soins, c'est difficile également. Voilà, donc on a voulu un petit peu être le moteur de la défense du service public hospitalier. On espère que d'autres vont suivre derrière. Parce que c'est tout le système dans son ensemble qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Quand j'entendais tout à l'heure le Premier ministre à l'Assemblée qui disait que le service public, il fallait l'adapter, aujourd'hui c'est plus le temps de l'adapter, c'est de le reconstruire. Il a été détruit pendant des décennies par les gouvernements successifs et aujourd'hui malheureusement on subit les politiques qui ont été mises en place. Donc voilà, nous ce qu'on a comme problématique au niveau des urgences, c'est un manque de personnel par rapport à l'activité, parce qu'on a un flux d'entrants, de patients entrants qui augmente d'année en année, et les effectifs n'ont pas augmenté de façon parallèle, même si des efforts ont été faits, mais à chaque fois par des luttes, par des grèves, il faut à chaque fois aller arracher les postes, ce qui est difficile parce que déjà c'est un travail qui est pénible, et en plus de ça, on s'épuise à devoir à chaque fois défendre la qualité d'accueil des soins, la qualité d'accueil des patients, la qualité des soins, la sécurité des patients, la sécurité des soignants. Et aujourd'hui, c'est tout ça que nous mettons en avant, puisqu'on a décidé que ça ne fonctionnerait plus aujourd'hui comme ça fonctionnait avant. Donc, le collectif, au départ, qui était juste un groupe de personnes, s'est constitué en association. Donc nous avons déposé des statuts au niveau associatif avec assez large. Donc au-delà de cette grève, le collectif va continuer à fonctionner et à intervenir à chaque fois auprès des syndicats qu'il y aura besoin pour pouvoir justement défendre le droit des patients, défendre les droits des salariés, et surtout qu'on ne mette personne en sécurité et qu'on n'arrive pas à des situations catastrophiques, parce qu'aujourd'hui ce qu'on a peur c'est que vraiment, voilà, aujourd'hui tout est un peu, on va dire, un petit peu caché. Chacun fait de son mieux, mais disons nos directions font en sorte que la vérité ne sorte pas des murs, parce qu'on nous met la pression souvent en disant que la parole, on n'a pas le droit de la mettre publiquement. Voilà, on est soumis à un certain nombre de secrets. Donc, le collectif, ça va permettre ça aussi, de libérer la parole. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de libérer cette parole, que ce soit les soignants ou les patients aussi, parce que les patients ont des choses à dire aussi. Ils ont vécu, et on est tous des usagers potentiels des services d'urgence, des services hospitaliers. Et moi, je ne voudrais pas me retrouver patient dans un service comme ça peut fonctionner aujourd'hui, où on est quand même en difficulté, et les patients en souffrent aussi. On est vraiment à la limite de certaines choses. Donc c'est tout cela qu'on a choisi de dénoncer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 140 services qui sont en grève, il y a d'autres préavis qui sont déposés. Après, on a tous des demandes, on va dire, locales, puisqu'on fonctionne de façon différente d'un service à un autre, en fonction aussi de l'activité, en fonction de la structure. Voilà, mais au niveau national, c'est aussi une reconnaissance des professionnels qui doivent être faites, que ce soit au niveau des urgences, mais également au niveau de l'ensemble des services hospitaliers, puisque la grande difficulté que nous allons avoir aujourd'hui, c'est que nous ne trouvons plus d'infirmiers ou d'aides-soignants pour venir remplacer, et surtout d'aides-soignants. Les écoles ne sont pas remplies. Il y a une dévalorisation des métiers, comme dans d'autres secteurs d'activité, qui a été faite, et aujourd'hui, forcément, on va avoir du mal à recruter, sauf qu'on va avoir de plus en plus de besoins avec une population qui augmente, notamment dans l'agglomération, et une population qui vieillit, puisque les chiffres de l'INSEE à l'horizon 2030 et les chiffres de l'Oran, donc l'agence d'urbanisme nantaise, nous prédit qu'en 2030, la majorité des gens à Nantes, enfin de l'agglomération, auront plus de 65 ans. Donc, ce qui veut dire également que dans le cadre de notre futur transfert du CHU sur l'île de Nantes, avec le nombre de fermetures de lits annoncées, plus la suppression du personnel qui va aller avec, on ne sera pas en mesure de pouvoir accueillir de façon correcte les personnes, sachant qu'au niveau financier, c'est un vrai gouffre au niveau financier, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, donc après, que dire d'autre? Nous allons continuer, donc nous avons obtenu des choses sur Nantes. Après, on va continuer à se mobiliser pour vraiment défendre la qualité d'accueil des patients. Ça, c'est la priorité. Ce qu'on demande, c'est vrai qu'on demande une revalorisation salariale, mais la priorité, c'est de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir le personnel pour pouvoir travailler, de former vraiment aussi le personnel, parce que les urgences, c'est vraiment une spécificité.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un turnover de personnes, de personnel qui sont compétentes parce qu'elles ont été formées dans des écoles, et elles ont bien été formées, mais sauf que les urgences, il y a quand même des choses à bien connaître. Et aujourd'hui, elles sont un petit peu en difficulté, et nos collègues médecins aussi se trouvent en difficulté parfois, puisqu'on nous fait tourner les personnels de façon, les contractuels, voilà, on les laisse là jusqu'à la stagiarisation, puis au bout, quand ils arrivent à la stagiarisation, allez, on les emmène ailleurs, et ça pose des problématiques. L'autre problème qu'on va avoir par rapport au personnel, c'est la fameuse loi sur la fonction publique, hein, avec les statuts qui vont complètement changer. Et aujourd'hui, nos collègues, si on leur dit qu'elles ne seront jamais stagiarisées parce qu'on va leur proposer un contrat de 5 ans ou autre, ils auront tout intérêt à aller négocier leur salaire dans le privé que de rester à l'hôpital. Donc ça, c'est une autre problématique, et je pense que dans les années qui viennent, ça va être compliqué. Il va falloir absolument défendre. Je pense qu'il va falloir qu'on s'unisse tous avec les syndicats pour défendre, aller contre cette loi qui est vraiment qui va à l'encontre du service rendu à la population. Aujourd'hui, c'est ça. On aura beau tout faire au quotidien, essayer de faire le maximum. Aujourd'hui, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera plus. Et c'est ce qu'on essaie de faire passer auprès du gouvernement, auprès aussi de nos directions respectives, que ce soit à Nantes, à Saint-Nazaire, ailleurs, à Laval ou autre, ou dans les autres régions. On a des collègues qui sont vraiment en grande difficulté, avec des situations d'épuisement qui sont importantes. C'est vrai qu'à Nantes, ici, on a des gens qui sont en burn-out. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais on a plusieurs collègues qui sont en burn-out. Voilà, la situation est de plus en plus tendue. On sent bien, là on voit dans les jours qui sont passés là, que c'est très très tendu au niveau du personnel. Donc jusqu'à quand les gens vont pouvoir tenir, ça on ne sait pas. Les gens font le maximum. Je pense que les gens qui font ce métier-là sont des gens qui sont motivés, qui ont l'envie, qui ont la passion de leur métier. Mais jusqu'où la passion peut les conduire pour ne pas se laisser, les mettre en danger, en difficulté, et aussi leur famille, parce que je pense que c'est ça aussi. Au bout d'un moment, il y a une répercussion sur l'entourage. Quand vous êtes épuisé au travail, vous n'êtes pas bien dans votre famille, on se rend compte qu'il y a des difficultés qui peuvent aussi être engendrées par le travail. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc ça correspond totalement au livre qui va vous être présenté tout à l'heure. Je crois que la force qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est que les gens se mobilisent, et il faut continuer à se mobiliser, chacun où que l'on soit, quelles que soient les associations, les collectifs, et il faut se mobiliser ensemble. Si on ne se mobilise pas ensemble avec les syndicats, avec les associations, avec les collectifs de patients ou autres, on n'arrivera pas à changer le système. On a des gens en face de nous qui sont tellement sûrs de la vérité qu'ils détiennent, qu'ils ne se rendent même pas compte en fait de ce qui se passe sur le terrain. Et quand ils viennent sur le terrain, c'est tellement bien organisé, on masque tellement la réalité des choses, comme Madame Buzyn qui va visiter un EHPAD alors qu'on sait que le personnel a été doublé le jour de sa visite. Voilà, il faut arrêter de... Voilà. La désinformation politicienne, il faut arrêter ça, et c'est à nous, citoyens, de devoir le dénoncer là où nous sommes. Et quelle que soit notre fonction, même en simple citoyen, c'est de dénoncer cette désinformation qui est faite par les politiques d'aujourd'hui, mais ceux d'hier et ceux de demain également, parce que c'est un système qui fonctionne comme ça. Entre guillemets, c'est un système qui est pourri. Voilà ce que je voulais vous dire à ma conclusion. D'autres éléments à ajouter par rapport à ce que disait Christophe à Nantes. Ce dont il faut bien se rendre compte, et ce qui nous épuise le plus aujourd'hui aux urgences, mais à Saint-Nazaire, à Nantes, à Laval ou à Angers, mais aussi partout en France, c'est le manque de lits d'aval. C'est vraiment ces patients-là qui stagnent pendant des heures, voire des jours aux urgences. C'est ces patients-là qui nous épuisent, puisque le plus souvent ce sont des personnes âgées qui sont polypathologiques. Je ne vous cache pas qu'à Saint-Nazaire, c'est un peu la même perspective d'évolution démographique qu'à Nantes, c'est-à-dire l'attractivité pour les personnes âgées de la côte, plus la population qui vieillit et qui augmente. Donc voilà, ce sont ces personnes-là, des 100 000 lits qui ont été fermés en 10 ans, et ce sont ces patients-là qui restent aux urgences, qui nécessitent énormément de temps et de présence soignante, d'aides-soignants, d'infirmiers pour répéter les soins qui devraient normalement être faits dans les services d'hospitalisation. Donc aujourd'hui, c'est sur ces patients-là, et c'est vraiment une revendication forte du collectif Interurgence. C'est déjà l'arrêt de la fermeture des services de lits dans les services d'hospitalisation, et c'est aussi, en ce qui concerne Saint-Nazaire, la réouverture de lits d'hospitalisation. On a un nouvel établissement à Saint-Nazaire depuis 2012, et aujourd'hui il est en capacité maximum. Ça fait que nous n'avons plus de lits disponibles pour pouvoir y installer les patients.
Donc nous, on attend aussi de ce mouvement et de la mobilisation en cours de pouvoir rouvrir des lits d'hospitalisation pour pouvoir y mettre ces patients-là. J'ai travaillé dans la nuit de samedi à dimanche, on y a laissé quasiment 20 patients qui dormaient sur des brancards faute de place dans des lits d'hospitalisation. Donc aujourd'hui, ça, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable pour notre fonction de soignant, puisqu'on a une mission aux urgences qui est accueillir, soigner, diagnostiquer, soigner et orienter. Et aujourd'hui, l'orientation, elle est bien faite, mais elle se fait, le flux s'arrête aux urgences, faute de place d'hospitalisation. Donc c'est vraiment ce qui bloque le plus. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin des moyens de soignants supplémentaires, que ce soit des aides-soignants, des infirmiers, pour pouvoir assurer ces soins-là. Parce qu'aujourd'hui, en attendant qu'ils rouvrent des lits d'hospitalisation, on sait que ces patients-là restent aux urgences, donc essayons de faire au mieux, dans les meilleures conditions possibles, notre travail, même si dormir entre deux paravents avec une lumière qui ne s'éteint pas au-dessus de nous, bon, ça peut paraître compliqué, quel que soit notre âge, parce que ce sont les conditions d'accueil aujourd'hui à l'hôpital de Saint-Nazaire. Donc c'est aussi pour ça que nous luttons aujourd'hui, et c'est ce que nous voulons, aller chercher des effectifs supplémentaires et à hauteur des besoins. Ce qui est remonté service par service dans toutes les urgences de France en grève, c'est les demandes d'effectifs, elles sortent pas du chapeau. Les équipes parlent entre elles et on voit bien là où le défaut d'effectifs est le plus criant, et donc ce qu'on remonte et les demandes qu'on a besoin sont encore en deçà d'un référentiel qui avait pu être écrit il y a quelques années par le SAMU Urgence de France, qui est un syndicat d'urgence, un syndicat de médecins urgentistes. Donc aujourd'hui, même les demandes que nous faisons en termes d'effectifs paramédicaux et d'administratifs sont en deçà de ces demandes. Donc c'est bien là-dessus aussi qu'on essaye d'axer. Après, en ce qui concerne la position de Saint-Nazaire et les revendications, alors on a obtenu beaucoup moins de choses qu'à Nantes, mais parce qu'on a un déficit structurel qui est tel à Saint-Nazaire que de toute façon notre directeur n'a aucun moyen de pouvoir nous octroyer quoi que ce soit, puisqu'avec 16 millions d'euros de déficit, il est complètement contraint par la tutelle régionale, qui est l'agence régionale de santé, et clairement, tant qu'il n'aura pas les robinets ouverts ou du financement fait par la tutelle régionale, bon, clairement, il pourra pas faire grand-chose pour nous. Alors effectivement, on l'a rencontré quelques fois, il est dans la négociation, ou en tout cas, il est à l'écoute, mais on sait totalement que clairement, ce n'est plus notre interlocuteur direct, puisqu'aujourd'hui, tant que l'ARS lui ouvre pas le robinet financier, on n'obtiendra absolument rien. Voilà ce que j'avais pour compléter. Il n'y a pas une situation particulière à Saint-Nazaire du fait qu'il s'agit d'un partenariat public-privé avec des habiletés considérables C'est ça qui grève le budget, j'en ai pas parlé. Comment ? C'est le bail amphithéotique hospitalier, donc c'est un bail qui a été conclu par l'hôpital de Saint-Nazaire avec Eiffage ICAD. Donc voilà, c'est un bail amphithéotique qui a été évalué sur 35 ans avec un loyer à 1 milliard d'euros cumulé, avec une augmentation de 0,5% tous les ans. Donc Eiffage avait bien ficelé son contrat. Et puis donc ce bail amphithéotique donc, qui plombe complètement le budget. Donc aujourd'hui, il y a ce déficit structurel de 16 millions d'euros et on sait qu'on ne va pas pouvoir le résorber comme ça. Qui plus est, concernant ce bail, ce qui avait été mis en avant par la Cour régionale des comptes, c'est qu'au final, au bout de 35 ans, en ayant conclu ce bail, on va payer 3 fois l'établissement que si l'hôpital avait payé en fonds propres. Donc en gros, ça fait un ordre de prix sur 35 ans de 350 millions d'euros à 1 milliard. Ouais, c'est oui. Ça. Après, on ne va pas parler des défauts de construction, etc. Moi, je suis pas maçon ni ingénieur en bâtiment, mais clairement, je ne me vois pas bien vieillir dedans. Ni en tant que soignant, ni en tant que patient.
Est-ce que Vous éventuellement... avez quelque chose Moi, je peux juste parler de mon vécu aux urgences il y a pas très longtemps, genre il y a 15 jours. On avait tellement de personnes âgées sur les brancards depuis plus de 10 heures ou 12 heures dans les couloirs qu'on m'a demandé de doubler une salle d'examen. Donc comment vous expliquer que quand on double une salle d'examen, on ne peut plus rentrer dedans. Donc on ne peut pas aller faire les soins, on ne peut pas aller accéder aux patients pour aller prendre des tensions, pour aller poser des médicaments. Donc on a joué aux chaises musicales. On appelle ça maintenant les brancards musicaux, puisqu'on le fait tous les soirs. Maintenant, c'est-à-dire qu'on déplace les gens d'un endroit à un autre pour installer, pour l'intimité, pour pouvoir uriner, etc. On a une petite pièce qui sert aussi pour faire les électrocardiogrammes, pour pouvoir aussi... Faire des contentions si besoin. Et c'est très compliqué au niveau de la structure de l'hôpital de Nantes où on est de plus en plus restreint parce qu'ils ont voulu améliorer les choses en divisant l'espace pour pas que ça soit vu par les gens. Donc c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais en fait quand vous allez au circuit de boue, il y a 30 personnes qui attendent. Quand vous êtes devant vous, effectivement, il y a des gens qui sont sur des brancards, mais il faut savoir qu'il y en a aussi de l'autre côté des portes, donc ça ne se voit pas, c'est caché. On a une unité d'hospitalisation très courte durée, on peut y passer plusieurs jours. Donc très courte durée, je ne sais pas ce que ça veut dire pour notre hiérarchie. Pour moi, c'était quelques heures. Maintenant, on ne doit pas avoir le même discours. On a eu un décès, d'ailleurs, dans une chambre triple, il n'y a pas longtemps. Donc, je trouve pour la décence humaine, on est très très loin, puisqu'il n'y avait plus de chambre seule. On savait que ce patient méritait une chambre seule, mais nous n'en avions pas. Moi, personnellement, je suis IOA aussi, formé à l'accueil. Donc, il y a le médecin qui est MAO, médecin d'accueil et d'orientation, et moi, je suis infirmier, mais d'organisation, parce qu'on ne peut pas non plus faire la même chose que les médecins, et pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire. Il faut savoir qu'on nous demande de savoir cataloguer si les personnes sont urgentissimes à passer devant ou pas, puisqu'on n'a pas de MAO à partir de minuit jusqu'à l'après-midi, parce qu'il ne revient qu'à 18h. Donc nous, en tant qu'infirmiers, on a la responsabilité de savoir si on doit passer les gens devant. Donc je ne vous explique pas que psychologiquement, c'est très compliqué aussi pour nous. Surtout quand on passe quelqu'un devant, qui doit être vu dans les 0 à 15 minutes par un médecin dans une salle d'examen, mais comme il n'y a pas de lit, ils attendent 2 heures, 2 heures et quart. Et ils ne sont jamais réévalués. Est-ce qu'hier soir, on a encore eu le cas de patients qui avaient été vus, qui avaient des traitements antalgiques et qui ont passé pendant 8 ou 9 heures sans être réévalués parce que c'est pas possible. Et nous, en tant qu'infirmiers, on ne peut donner des médicaments que sur protocole qui sont le paracétamol et le tramadol. Mais quand les gens ont des traitements spécifiques antalgiques, on ne peut pas. Et on a beau aller voir les médecins qui sont surbookés, je ne leur jette pas la pierre, il n'y a pas assez de médecins. Déjà, s'il y avait un médecin, un MAO, réellement pendant 24 heures, je pense que ça serait plus qu'énorme. Ça serait logique. Hormis qu'on demande au médecin actuellement, qui est donc le médecin d'accueil, d'être autant à l'accueil que dans les chambres de déchocage qui ont 4 lits. Donc la plupart du temps, ils sont dans les chambres de déchocage et pas à l'accueil. Moi, personnellement, il y a des nuits où je ne savais même pas qui était le MAO, puisqu'il était occupé ailleurs. Et je le vois à 1h du matin en me disant « Au fait, je pars ». Et il remplace aussi le seigneur de Trouvato quand il part en hélicoptère. En fait, il a 3 casquettes, au cas où. Alors quand notre direction nous dit qu'il y a un problème d'organisation, oui, il y a un problème d'organisation, mais surtout au niveau médical, parce qu'ils ne mettent pas les moyens. Ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver non plus de médecins. Soit peut-être, mais il y a des médecins qui sont formés ailleurs, et on ne va pas les chercher non plus. Bon, on a des médecins qui partent aussi. Oui, des médecins qui partent. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils n'en peuvent plus. Il y en a qui... Aujourd'hui, un médecin urgentiste ne reste pas plus de 5 ans médecin urgentiste. Donc là, on a beaucoup qui s'en vont. Il y a des nouveaux qui viennent, mais qui ne resteront pas non plus. Surtout qu'on a beaucoup de femmes. Et pour elles, c'est très compliqué à gérer au quotidien avec leur vie de famille. Il faut vraiment qu'elles aient vraiment envie de faire ça pour rester. C'est très compliqué. Certains médecins, quand même, nous disent, je ne vais pas donner son nom, mais pourquoi on fait grève? Elle ne comprend pas. On est bien lotis à Nantes. Alors, soit, non, peu importe. Je voulais justement parler des différences avec Saint-Nazaire. C'est que justement, quelle est la position des médecins à Saint-Nazaire par rapport à Saint-Nazaire, les médecins ont rejoint la grève. Les médecins à Saint-Nazaire sont tous grévistes, y compris le chef de service. Et le seul médecin urgentiste qui n'est pas gréviste aujourd'hui, c'est le chef de pôle. Voilà, pour des raisons qui lui appartiennent. Donc les médecins ont fait ce choix à Saint-Nazaire de rejoindre le mouvement.
Ils ont des revendications un peu plus particulières pour eux, mais après, clairement, ils ne se battront pas sur une des revendications qui est portée aussi au niveau national, qui est l'augmentation des salaires. Juste petit aparté par rapport à ça, Christophe disait qu'il manque de médecins à l'hôpital, mais il manque aussi d'infirmiers et d'aides-soignants parce que les carrières dans la fonction publique n'attirent plus, quel que soit le corps. Du médecin à la secrétaire, à l'aide-soignant ou à l'infirmier, puisque demain, ou en tout cas dans le bassin nazérien, si on veut trouver un travail, on fait une formation en métallurgie, on va travailler dans l'aéronautique ou au chantier naval, et on gagne autant, voire plus, sans travailler les week-ends, les jours fériés, peut-être en décalé en 2-8, mais on est au moins à la maison. Et puis on ne ramène pas le travail à la maison, tout ce qu'on n'a pas pu bien faire. Donc même pour les médecins hospitaliers, aujourd'hui, il y a un vrai déficit de la valorisation des carrières dans la fonction publique en général. Voilà pour l'aparté. Donc les médecins ont fait le choix de nous rejoindre parce que les demandes que nous faisons, elles sont justifiées et elles sont légitimes. On a la même problématique qu'à Nantes où on n'a pas de médecin d'accueil et d'orientation. Alors nous, on a la chance de l'avoir de 8h30 à 18h30, mais après, il faut qu'on se débrouille. Et puis, on a, par rapport à Nantes, une autre difficulté, c'est qu'on a les équipes de SMUR qui sont mutualisées. Donc les équipes de SMUR, c'est un trinôme avec un médecin, un infirmier, un aide-soignant, qui sont, lorsqu'ils ne sont pas en intervention en SMUR, donc service mobile d'urgence et de réanimation, ils sont dans les box et au contact des patients. Donc on a déjà cette double casquette-là, ce qui fait que quand le SMUR part, ça ampute d'autant l'effectif qui est présent. Et ce qui est encore mieux, c'est quand la deuxième équipe part, où là, ça ampute d'un deuxième trinôme. Donc la nuit, il ne reste plus qu'un médecin dans les urgences à Saint-Nazaire pour gérer en fonction des heures et en fonction de l'activité entre 10 et 60 patients. Donc vous comprenez les délais d'attente, les délais de prise en charge, les délais pour pouvoir effectuer les soins, puisque lorsque il y a un trinôme qui n'est pas là, et ce qu'ils avaient commencé à faire, d'aller assurer leurs tâches ou d'aller compléter ce qu'ils étaient déjà à faire, ça devient hyper compliqué. Aujourd'hui, clairement, il y a une augmentation de la morbidité dans les services d'urgence. Donc la morbidité, c'est le fait d'aggraver l'état de santé des gens, puisque nous n'avons pas le temps d'aller faire dans le délai qui semble raisonnable et imparti, d'aller administrer les médicaments, d'aller mobiliser les patients que nous avons. Et donc tout ça, augmente d'autant plus ensuite la durée d'hospitalisation. Donc c'est un cercle vicieux, et tant qu'on ne mettra pas suffisamment les moyens, ou en tout cas les moyens suffisants et adaptés dans les services d'urgence, on aura toujours ce problème dans les urgences. Et puis c'est ce qui en revient à la souffrance au travail qui est terrible pour tous les soignants et même pour les médecins. Donc Christophe disait qu'il restait 5 ans médecin urgentiste, mais c'est parce qu'à un moment c'est plus vivable ni tenable comme situation. Ils sont, pour le cas des médecins, ils ne sont pas non plus organisateurs et planificateurs de soins ou d'hospitalisation, et aujourd'hui on leur demande ces tâches-là. Donc clairement, eux, ils sont formés à faire de la médecine et pas à faire de l'organisationnel. Donc c'est là aussi où il y a ce glissement de tâches de chacun. Alors on y viendra peut-être aussi avec des actes médicaux. La ministre nous a pondu ça comme mesure, donc comment, quoi, quand, comment, voilà, on est au courant de rien. Ça pourrait exister, sachant que dans des établissements, ça se fait déjà. Après, qui va pouvoir déléguer à qui, comment ça va s'organiser, on ne sait pas très bien. Comment ça sera reconnu? Comment ça sera reconnu? Parce qu'aujourd'hui, on nous promet une prime de coopération pour 100 € par mois. Sauf que d'après ce que moi, mon point de vue par rapport à ça, ce que j'en comprends, c'est que quand même, on veut reconnaître notre expertise et nos savoirs et nos savoir-faire, et qu'on veut le valoriser à 100 € par mois, alors que c'est pour enlever, ou en tout cas augmenter le temps médical et le temps des médecins auprès des patients et leur substituer des tâches. Mais je ne crois pas qu'on puisse valoriser cette activité ou cette prime de coopération que pour 100 €. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça marche aussi pour les aides-soignants. Et a priori, pour les aides-soignants, je ne sais pas comment ça avance, mais les tâches qui leur sont délégables, il ne va pas y en avoir full non plus.
Donc eux, ils n'auraient même pas cette prime de coopération. Alors moi, je veux moins parler spécifiquement de la mobilisation des urgences, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité, mais là, l'ouvrage qu'on a écrit donc, avec Frédéric Pierru et Pierre-André Juven, qui sont deux autres collègues sociologues, ils traitent des effets des réformes de l'hôpital en général. Alors, c'est vrai que la mobilisation des urgences, elle est aussi symptomatique de l'état de l'hôpital et d'un hôpital qui va mal. Alors, bon, hôpital, ça veut dire beaucoup de choses. On peut avoir des petits centres hospitaliers dans des régions rurales complètement désertifiées du point de vue de la médecine de ville. On peut avoir des grands CHU dans les grandes villes, des gros centres hospitaliers. Bon, ce qui caractérise quand même l'hôpital, l'institution hospitalière aujourd'hui, c'est une espèce de crise de la part des... Enfin, c'est comme ça qu'on analyse la situation. Une crise, alors il y a plusieurs indicateurs qu'on peut prendre comme révélateurs de cette crise. Nous, on a pris 4 dans l'ouvrage. Premièrement, le nombre de passages aux urgences. Donc ça, c'est vraiment un élément qui indique que l'hôpital va mal. Florian, en effet, a avancé le chiffre tout à l'heure d'un passage de 10 à plus de 20 millions de passages aux urgences. Donc en l'espace de 20 ans, ça a doublé. Et en l'espace de ces 5 dernières années, il y a eu plus de 50% d'augmentation, en effet. Donc premier indicateur. Deuxième indicateur, le nombre de lits qui a été fermé. Donc d'une part, on a ouvert des lits d'hospitalisation à temps partiel, c'est-à-dire des hospitalisations de moins de 24 heures. Là, il y a eu des créations de lits, c'est vrai. Mais d'autre part, les lits d'hospitalisation à temps complet ont été supprimés et de manière beaucoup plus importante que les lits qu'on a créés. Pour vous donner un ordre d'idée, alors les chiffres ne sont pas toujours les mêmes, ça dépend des périodes sur lesquelles on se base, mais de 2003 à 2016, nous, les chiffres qu'on a pris du ministère de la Santé, c'est une augmentation une ouverture de 26 000 lits d'hospitalisation à temps partiel et une suppression de 64 000 lits d'hospitalisation à temps complet. Donc vous voyez que le contraste est quand même considérable entre les deux. Deuxième indicateur, donc le troisième indicateur, c'est l'emploi. Les effectifs infirmiers, aides-soignants, les effectifs du personnel hospitalier continuent d'augmenter d'année en année. Simplement, il faut les mettre en rapport avec l'augmentation de l'activité. Et là, les effectifs n'augmentent pas du tout de manière proportionnelle à l'activité. Je vous ai cité le nombre de passages aux urgences, mais vous pouvez aussi voir le nombre de séances de chimiothérapie, le nombre de séjours, etc. Et ces effectifs, il faut aussi les mettre en regard avec le nombre d'arrêts maladie. Et l'hôpital public se caractérise par un nombre d'arrêts maladie largement supérieur à la moyenne des autres secteurs publics-privés confondus. C'est-à-dire qu'on est à 10,2 jours d'arrêt par an et par agent à l'hôpital contre 7,9 pour les autres secteurs. Et on sait par ailleurs que les arrêts maladie sont en partie corrélés à la difficulté des conditions de travail, c'est-à-dire aux conditions de travail dégradées. Tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du ministère de la Santé et du ministère du Travail. Donc ce n'est pas une source particulièrement gauchiste, on va dire. Et le dernier indicateur de cet hôpital qui va mal, c'est les moyens financiers qui sont accordés à l'hôpital. Alors ils continuent d'augmenter d'année en année, c'est un peu comme l'emploi. Simplement, comme on se trouve dans une enveloppe globale qui s'appelle l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, cette enveloppe en fait, évolue de moins en moins vite. Elle continue d'augmenter, mais de moins en moins vite, ce qui contribue en fait à économiser, enfin ce qui revient à économiser de l'argent. Ça baisse donc depuis 2002. Donc l'hôpital va mal, tout le monde est d'accord, et les réformateurs aussi sont d'accord. Pour preuve, il y a une multiplication du nombre de réformes. Chaque gouvernement entend sauver l'hôpital public avec sa réforme. Simplement, ils ont une grille de lecture particulière de ce qui se passe à l'hôpital et de cette crise hospitalière, et c'est toujours la même. Et Ma Santé 2022, donc la nouvelle loi qui a été votée au Sénat il y a quelques semaines, elle s'inscrit complètement dans cette continuité, donc qui est la continuité de la grille de lecture. En gros, si l'hôpital va mal, c'est pas parce qu'il manque de moyens financiers, humains, matériels, c'est simplement parce qu'il manque d'organisation et parce qu'il manque d'efficience, parce qu'il manque d'organisation et parce que tout est centré sur l'hôpital. On serait aujourd'hui dans un système appelé hospitalo-centré, donc tout est centré sur l'hôpital, c'est le tout hôpital qui prévaut. Sauf que ce qu'il faut rappeler à propos de ça, c'est que c'est l'État lui-même qui a institué cet hospitalocentrisme. En 1958, donc la grande réforme dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la réforme Debré, c'est la réforme qu'Emmanuel Macron a pris en exemple pour présenter sa réforme Ma Santé 2022. Il avait l'ambition de s'inscrire de proposer une loi qui soit l'exemple pour les 50 prochaines années. Ma Santé 2022 est complètement dans cette continuité. Si l'hôpital va mal, c'est parce qu'il faut le réorganiser et parce qu'il faut
il faut sortir de cet hospitalocentrisme. Donc, j'ai oublié mon point. C'est l'État lui-même qui a créé l'hospitalocentrisme et ce tout hôpital en 58 avec la réforme de Bray, qui a créé les centres hospitalo-universitaires, qui a voulu faire de l'hôpital le centre névralgique du système de santé, un hôpital de l'excellence, de la médecine de pointe, qui puisse faire concurrence à la biomédecine aux États-Unis qui émergeait depuis l'entre-deux-guerres. Donc, bref, l'hôpital qui critique lui-même, si vous voulez, ce qu'il a contribué à mettre en place par ailleurs. Alors à cette grille de lecture, on va dire organisationnelle, gestionnaire, il y a une autre grille de lecture de ce qui se passe à l'hôpital et du malaise de l'hôpital. C'est une grille de lecture que nous, on a appelée dans l'ouvrage budgétaire, qui est la grille de lecture défendue par les syndicats, les mouvements sociaux, les personnels de l'hôpital, qui dit qu'en fait, si l'hôpital va mal, c'est parce qu'il manque de moyens. Et non pas parce qu'il manque d'efficience ou d'organisation. Nous, ce qu'on dit dans cet ouvrage, c'est qu'on peut très bien dire que l'hôpital aujourd'hui fait trop de choses et qu'il y a besoin de redéfinir les tâches de l'hôpital, tout en défendant le fait que l'hôpital a besoin de plus de moyens. Et on peut tenir cette double critique de la situation uniquement si l'aval et l'amont donc avant l'hôpital et l'aval après l'hôpital, en gros la médecine de ville et le secteur médico-social, etc., sont correctement organisés. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, et donc vouloir redéfinir quelles sont les missions de l'hôpital, et notamment quelles sont les missions des urgences, et donc redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une véritable urgence, c'est pas possible si les structures en amont et en aval ne sont pas prêtes pour accueillir ces patients et n'ont pas les moyens de le faire et ne sont pas organisées pour le faire. Pourquoi est-ce que ça pose problème ? Parce que tout simplement, en France, il n'y a pas de service de soins de proximité. Il n'y a pas de service public, de soins de proximité. L'identité de la médecine de ville, c'est une identité libérale. Les médecins, historiquement, se sont construits contre l'État, contre la sécurité sociale, et ils ont fait chasse gardée de la liberté d'installation, de la fixation du montant des honoraires, même s'il y a des encadrements par la sécurité sociale, mais il y a une liberté de fixation du prix des honoraires, le paiement à l'acte, le secret médical, etc. Ça, c'est posé comme une ligne rouge par les syndicats des médecins libéraux, et les pouvoirs publics ne se frottent pas aux syndicats des médecins libéraux, et du coup, il n'y a pas d'organisation véritablement de cette médecine de ville. Donc, il y a nécessité d'engager véritablement un débat sur quelles sont les missions de l'hôpital public aujourd'hui et quels sont les moyens qu'on est prêt à lui allouer, en n'oubliant pas que l'hôpital a historiquement une mission d'accueil, une mission sociale, comme les soignants à côté de moi l'ont très bien rappelé. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie urgence ? Ça pose question. Est-ce que c'est simplement quand on a fait un accident de la route et que notre pronostic vital est engagé, ou est-ce que c'est aussi une détresse sociale qui peut avoir des conséquences dramatiques aussi ? Bon, ça c'est la question qui mérite d'être posée, et on ne peut pas juste redéfinir les missions de l'hôpital à partir d'un point de vue technique et de soins de pointe. De fait, les urgences sont bien souvent le dernier endroit, ça aussi ça a été très bien rappelé, le dernier endroit où aller pour toute une frange de la population. Ça reste un refuge, c'est un service public ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, c'est une porte ouverte, et il faut vraiment mettre en regard le chiffre du nombre de passages aux urgences avec l'explosion du nombre de personnes pauvres. L'Observatoire des inégalités rappelle que sur les 10 dernières années, il y a eu 600 000 personnes pauvres en plus, donc ce qui fait une augmentation d'à peu près 14%. Donc, pourquoi est-ce que l'hôpital, c'est souvent le dernier endroit où aller ? Parce que tout simplement, c'est le dernier endroit qui est financièrement et géographiquement accessible pour une partie de la population. Et à cet égard, il faut rappeler que la sécurité sociale, depuis des décennies, mais particulièrement là, ces dernières années, se désengage massivement des soins de ville, du remboursement des soins courants. Alors c'est vrai que le gouvernement socialiste, notamment de François Hollande, a beaucoup mis en avant le fait qu'ils étaient restés à un taux de remboursement de la sécurité sociale autour de 77-80%, je ne sais plus exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça c'est une moyenne, et derrière cette moyenne, les soins courants de proximité, eux, continuent à être déremboursés. On est aujourd'hui à hauteur de 50% de remboursement des soins courants, quand de l'autre côté, en fait, ce qui tire la moyenne et la fait se maintenir, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et qui rentrent dans ce qu'on appelle les affections longue durée, qui elles sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Et du coup, on arrive à une moyenne qui reste stable, sauf que de fait, la médecine de ville et les soins de médecine de ville sont de moins en moins bien remboursés. Ce qui fait qu'on va aussi aux urgences
Alors même si c'est marginal, mais c'est la question des dépassements d'honoraires et du fait que financièrement ce n'est plus accessible, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, d'aller consulter un médecin. Même s'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce sur l'encadrement des dépassements d'honoraires, de fait il y a peu de choses qui ont été faites par les pouvoirs publics. Il y a aussi la question de la répartition des professionnels sur le territoire, et là la sacro-sainte liberté d'installation aussi est un problème pour la régulation de ces déserts médicaux. La question des délais de prise en charge qui va avec aussi, etc. etc. Ce qui fait que l'hôpital, eh bien, ça reste un lieu de soins de premier recours pour toute une partie de la population. Alors maintenant, je ne sais pas si je peux aller plus vite, peut-être pas, c'est pas nécessaire, mais j'avais 15 minutes, donc je ne sais pas si je vais arriver à les tenir. Alors maintenant, quels sont les effets de ces réformes sur l'hôpital en lui-même ? Ce qu'on montre tous les trois dans cet ouvrage, c'est que la multiplication de ces réformes depuis les années 80, mais particulièrement depuis les années 2000 et 2010, a augmenté la précarité des établissements. Elle a conduit en fait à un certain nombre de faillites, faillites à 3 points de vue, du point de vue financier, du point de vue organisationnel et du point de vue humain. C'est ça que je vais détailler maintenant. Alors la première forme de précarité des établissements, c'est une précarité financière. Peut-être que vous le savez ou pas, mais l'hôpital, jusque dans les années 80, oui, était financé avec ce qu'on appelle le prix de journée. Donc, c'est-à-dire que, en fonction du nombre on recevait un forfait pour la journée qui était resté le patient. À partir des années 80, et surtout suite à l'explosion des dépenses hospitalières et des dépenses de santé dans les années 60-70, on est passé à ce que les pouvoirs publics ont appelé la dotation globale de financement, donc c'est-à-dire une enveloppe. L'hôpital était financé par une enveloppe d'année en année qui restait à peu près la même, qui augmentait un petit peu, il y avait un coefficient correcteur, mais le but c'était de contenir les dépenses hospitalières. Donc l'hôpital est devenu une entité budgétaire où il avait un budget à gérer, ce qui n'a pas favorisé par ailleurs l'investissement et la rénovation du parc hospitalier. On est passé donc de cette entité budgétaire à une entité financière. À partir des années 2000, le mode de financement a été changé. Le but, c'était d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce que produisait l'hôpital, de pénétrer les organisations hospitalières pour le rendre transparent et pour pouvoir gouverner la productivité des hôpitaux. Donc on est passé à un mode de financement qui s'appelle la T2A, la tarification à l'activité. Le principe est simple, l'hôpital, en gros, devient une entreprise, il produit quoi ? Des soins, et ces soins sont facturés à l'assurance maladie qui le rembourse. C'est comme ça qu'il se finance. Et ces soins, évidemment, pour pouvoir les facturer, il y a un tarif qui est attribué à chaque type de soins. Pour vous donner un exemple, en 2018, une fracture bénigne de la jambe, c'était 1 400 € à peu près. Un accouchement sans complications, c'était 3 700 €. Un avortement, c'était 700 €. Donc voilà, l'hôpital facture les soins avec ses tarifs à l'assurance maladie. Le problème, c'est que ces tarifs, pour certains, ne sont pas à hauteur de ce que ça coûte réellement à l'hôpital. Donc ces prises en charge-là deviennent des fardeaux pour l'établissement. A l'inverse, il y a des prises en charge qui s'avèrent rentables parce que les tarifs sont au-dessus de ce que ça coûte, c'est-à-dire en termes de personnel, en termes d'utilisation du matériel, etc. Et donc là, ce sont des malades et des séjours rentables dans lesquels les directions des hôpitaux sont incitées à investir. Donc on est passé à un hôpital entité financière. Ce qui va avec, au début des années 2000, c'est une réforme de la gouvernance qui attribue l'autonomie administrative et financière aux directions des hôpitaux. Donc elles ont à charge leur stratégie économique, elles ont à charge de cerner les bonnes affaires, d'investir et d'emprunter auprès des banques. De fait, l'État a sommé les hôpitaux, qui étaient dans un piteux état, je vous l'ai dit, du point de vue de l'équipement et du parc hospitalier, à investir pour rénover les hôpitaux. Sauf qu'elle les a laissés tout seuls face aux banques pour emprunter. C'est un peu comme la SNCF, l'État a dit emprunter parce qu'il faut rénover, il faut moderniser, mais l'État n'a pas assumé ses emprunts. Donc ce qui s'est passé, c'est que les directeurs d'hôpitaux, qui se défendent d'être des gens du service public et pas encore véritablement des commerciaux, en tout cas pas être capables de monter des business plans, même si c'est en train de changer là dans les nouvelles générations, ils disent, voilà, nous on s'est retrouvés face aux banques, on n'a pas su négocier, il y en a certains qui ont contracté des emprunts qui se sont révélés être toxiques aussi. Donc si vous voulez,
les comptes dans le rouge des hôpitaux, c'est quelque chose qui a toujours existé. Simplement, là, la dette des hôpitaux, sur ces 10 dernières années, elle a triplé. On est passé de 9 à 30 milliards, de dettes. Et les responsables de cette dette ont changé. Ce n'est plus l'État, ce sont les établissements eux-mêmes, et donc à charge pour eux de devoir se renflouer. Et comment est-ce qu'on se renfloue? C'est notamment en revoyant l'organisation du travail et en regardant ce qui se passe sur le personnel. J'y reviens juste après, mais juste un mot pour finir sur cette T2A. Le gouvernement d'Emmanuel Macron l'a bien compris quand il est arrivé, c'était l'élément qui focalisait toutes les critiques, la T2A. On dénonçait un hôpital entreprise qui produisait à la chaîne des soins, et on disait ça ne peut plus durer. Et le gouvernement a été assez malin là-dessus, a dit en effet ça ne peut plus durer, l'hôpital n'est pas une entreprise, il faut qu'on sorte de ce système de tout T2A, donc on va mettre en place une partie du financement au parcours de soins. Alors c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place depuis la loi de financement de la sécurité sociale. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire, ça concerne que 2 pathologies chroniques, c'était une usine à gaz. Bon, tout ça est très bien, le seul problème c'est qu'en fait, on se focalise ici sur l'instrument de financement de l'hôpital public et non pas sur les moyens et l'enveloppe que l'on alloue à l'hôpital. Et du coup, on peut continuer à débattre de quel est le mode de financement qui est le plus adapté. Probablement que le financement au parcours est plus adapté que la T2A pour certaines prises en charge. Mais à jamais on ne met sur la table la question des moyens qui sont alloués à l'hôpital public. Voilà pour ce qui est de la précarité et de la faillite financière des établissements. D'un point de vue organisationnel, j'ai pas besoin d'aller plus loin sur cette question. Quand vous voyez les patients qui restent des nuits entières sur les brancards dans les couloirs des urgences, on se rend bien compte qu'il y a un problème d'organisation. Et c'est ce que vous avez dit aussi, le problème c'est qu'il manque aussi de moyens, et donc cette organisation elle est désorganisée par les réformes. On a, pour essayer de réorganiser l'hôpital, mis en place tout un tas d'indicateurs, alors des indicateurs très économiques de productivité au départ, et puis voyant qu'en fait ça produisait des effets néfastes, on s'est mis à mettre en place des indicateurs qualité aussi, particulièrement depuis les années 90-2000. Le problème, c'est que ces indicateurs, ils ne disent rien, jamais, sur les moyens dont disposent les soignants pour faire correctement leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui a systématiquement été balayé par les réformateurs et par les chantiers de réorganisation de l'hôpital. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le début du XXe siècle, mais particulièrement à partir des années 60-70, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la deuxième partie du XXe siècle, on a dit qu'il fallait réorganiser, donc rationaliser l'organisation hospitalière, la gestion de l'hôpital, et tout ça, ça passe évidemment par la réorganisation et la rationalisation du travail. Pourquoi ? Parce que le personnel représente 64% aujourd'hui du budget des hôpitaux. Donc concrètement, ça a consisté à passer en revue l'organisation du travail et ce que ça impliquait financièrement, donc repenser la manière dont se déroulait le travail tout au long de la journée. On a utilisé le temps de travail pour réorganiser le travail. On a réduit les temps de pause des équipes, on a réduit les temps de chevauchement des équipes. Ça s'est aussi fait à travers la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail n'a pas été seulement une avancée sociale, ça a aussi été le moyen de dire on vous réduit le temps de travail de 10%, le passage de 39 à 35 heures, mais par contre on ne vous octroie que 5% de postes en plus, les autres 5% seront compensés par des gains de productivité. Ça, ce que je vous dis là, c'est texto ce que m'a dit le directeur des hôpitaux de l'époque. Donc on considérait qu'à chaque fois on pouvait aller encore plus en avant dans la rationalisation de l'organisation, qu'il y avait des temps morts, des temps improductifs qu'on pouvait toujours identifier parce que ça représentait ce que des consultants ont appelé des gisements de performance. Donc tout ça, ça s'est traduit par une intensification du travail qui se retrouve... Donc, pardon ? Non, je disais c'est une belle reconnaissance. Exactement. Donc vous êtes des gisements de performance. Donc ça s'est traduit par une intensification du travail. Ça, c'est quelque chose de vraiment spécifique aux travailleurs hospitaliers depuis les années 90, enfin aussi loin que je suis remontée dans les enquêtes qu'a fait le ministère du Travail. Les travailleurs hospitaliers sont les seuls à ne jamais cesser de déclarer une intensification du travail d'année après année. Alors qu'entre 2005 et 2013, dans les enquêtes conditions de travail de la DARES, au niveau national, il y a eu un stop dans l'intensification du travail, sauf à l'hôpital. Donc il y a eu une intensification du travail, en fait depuis le début du siècle, parce que déjà en 1919, avec la loi des 8 heures, c'était déjà ces considérations-là qu'on avait.
Donc intensification du travail, et puis ça s'est fait aussi donc, au détriment de l'aspect relationnel du travail, de l'aspect relationnel avec les patients, et puis au détriment du collectif de travail. Ça a considérablement fragilisé les collectifs, ça a individualisé le travail, et on posait la question tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de mobilisation. C'est aussi une des réponses, et je suis complètement d'accord avec le diagnostic qui est fait par la dame de la CGT. Il y a une individualisation, il y a un repli sur soi, on est tout seul pour tenir au travail, et du coup ça complique considérablement les mobilisations collectives. Cette rationalisation, cette intensification du travail, elle s'est aussi traduite par une flexibilisation de la main-d'œuvre. Les soignants sont devenus des ressources interchangeables. Donc on a créé en effet des pôles à l'échelle de l'hôpital qui regroupaient plusieurs services. Et les soignants sont devenus de plus en plus mobiles sur leur pôle, donc passer d'un service à un autre, sans faire vraiment attention aux spécificités du travail dans tel ou tel type de service, en pensant qu'un diplôme, étant un diplôme national, on allait pouvoir gérer aussi bien des patients d'orthopédie que de cardiologie, par exemple. Ça s'est fait aussi par l'alternance des plannings de jour et de nuit, par exemple, ou de travail en grande équipe. On alterne les plages du matin et d'après-midi. Tout ça est fait pour flexibiliser, rendre plus fluide la gestion de la main-d'œuvre, même s'il peut y avoir des avantages dans les équipes. Moi, je décris juste la logique, qui est la logique de flexibilisation. Ça s'est traduit par une insécurisation des professionnels, un stress, une pression et un sentiment globalement de ne pas faire son travail correctement et de ne pas être satisfait de ce qu'on fait. Et puis enfin, toutes ces réorganisations du travail, elles se sont traduites par la mise en place de plus en plus de procédures, de standardisation, de protocoles, d'indicateurs donc à remplir, et ça a considérablement bureaucratisé le travail, alors même que les soignants avaient de moins en moins de temps pour réaliser leur travail. Donc tout ça, ça précarise les soignants. C'est une précarisation qui est subjective, dans le sens où les soignants restent des fonctionnaires pour la plupart, même s'il y a une précarisation objective des statuts, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont contractuels. Mais on peut être stable d'un point de vue statutaire, mais être précaire d'un point de vue subjectif par rapport à son travail. Et ça, c'est véritablement un des effets des réformes. Et puis le dernier type de faillite ou de précarité des établissements, c'est d'un point de vue humain, quand on voit l'augmentation du nombre de burn-out, quand on voit la multiplication des suicides, toutes catégories de personnel confondues, quand on voit les résultats des différentes enquêtes, encore une fois, menées par le ministère du Travail, quand on voit le nombre d'arrêts maladie par an et par personne. Le problème, c'est que tous ces effets des réformes, en fait, sont prises par les réformateurs comme un point de départ et non pas comme le résultat des réformes précédentes. Et à chaque fois, en fait, on part de cette situation, enfin les réformateurs partent de cette situation en disant, bah voilà, l'hôpital va mal, donc ils préconisent toujours les mêmes recettes, plus de réorganisation, plus d'efficience, et, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, plus d'innovation. Parce que l'innovation, c'est le nouveau mantra, le nouveau slogan, c'est ça qui va sauver l'hôpital public. Et on voit de fait un discours assez technophile, une passion pour la technicité. Alors c'est pas nouveau, hein, mais là véritablement c'est les startups qui vont être au secours de l'hôpital public. Il y a tout un tas de dispositifs, d'applications numériques qui sont en train de se développer et qui entendent faire des économies, en même temps améliorer la qualité des soins, etc. etc. On pourra revenir dans les détails. Enfin, le mot de conclusion que je peux vous dire, c'est qu'en fait, les dépenses publiques apparaissent de plus en plus comme des dépenses illégitimes. Investir dans les fonctionnaires, investir dans les structures publiques, c'est pas quelque chose de légitime, c'est pas quelque chose qui fait vendre pour le gouvernement, alors que les dépenses privées, elles, apparaissent de plus en plus comme des dépenses privées légitimes, enfin des dépenses publiques, privées, légitimes, aussi bien sur le prix des médicaments de certaines innovations que dans ces innovations par des startups, etc. Je vais m'arrêter là. Arrêtez cette présentation. On ouvre la discussion. Mais maintenant, il y a d'autres éléments à apporter en réponse à vos questions éventuelles. Donc, à vous. Avant de prendre quelques questions, je rappelle le nom de l'ouvrage que vous avez écrit, c'est La classe du siècle, la proposition